Non. Vous êtes dans le cadre. Oui, mais si je me lève, je serai encore dans le cadre ou pas? Vous êtes dans le cadre. Ok, ben, je préfère me lever. Bonsoir donc à toutes et tous. Alors je vais essayer d'être bref parce que j'imagine que l'idée c'est d'avoir un échange et puis on m'a passé un petit papier avec plein de questions dans plein de domaines, donc faut que je sois court. Donc je m'appelle Nicolas Maillard-Rossignol, j'ai 46 ans. J'ai deux filles qui s'appellent Ella et Lou, qui ont 18 et 15 ans. Alors, pour mon parcours, qu'est-ce que je peux vous dire? Je dis souvent, c'est pas si original que ça, mais c'est pas le parcours classique. J'ai pas fait d'études politiques du tout. Moi, j'ai fait des études scientifiques. Je suis né à Bordeaux, j'ai passé mes premières années à Bamako, au Mali. Ensuite, jusqu'à mon lycée, je suis revenu à Bordeaux. Comme j'avais pas des trop mauvaises notes, j'ai été repéré à ce moment-là, j'ai eu une bourse, je suis parti faire mes études à Paris, j'ai fait l'école normale supérieure, j'ai passé l'agrégation. Dans le domaine, je me suis plutôt spécialisé dans tout ce qui concerne les biotechnologies. À l'époque, c'était la fin des années 90, il y avait un gros boom sur les sciences c'est encore le cas d'ailleurs, enfin, sur les sciences du vivant, le séquençage du génome humain, etc. Je suis parti à l'université de Stanford en Californie, je travaillais à l'hôpital à l'époque. Ensuite, je suis revenu en France, où je suis devenu ingénieur en corps des mines, donc plutôt sur les aspects économie, droit, gestion, industrie, etc. Ensuite, j'ai bossé dans une entreprise qui faisait des chaussures pour enfants qui s'appelait Moduit, qui travaillait dans la banlieue de Bordeaux. Après, j'ai travaillé dans une entreprise en Allemagne, du côté de Heidelberg, qui faisait de la bioinformatique. Et puis après, je suis allé bosser à Bruxelles, au départ comme expert français, et ensuite j'ai passé le concours de la fonction publique européenne là-bas, à la Commission européenne, où je me suis occupé de la législation européenne, donc ce qu'on appelle le premier pilier du marché intérieur, sur tout ce qui concerne la pharmacie, les médicaments biologiques, les vaccins par exemple. Alors à l'époque, c'était moins le virus actuel que le H5N1, par exemple, ce genre de choses. Les médicaments de thérapie génique cellulaire, tissulaire, les aspects éthiques, auto, etc. Ça, c'était dans les années 2000. J'étais à Bruxelles entre 2003 et 2008. Notre première fille est née là-bas en 2005. Ensuite, en 2008, je suis rentré à Rouen pour travailler avec Laurent Fabius, qui à l'époque était en fait plus ou moins mon prédécesseur, puisqu'il était président de l'agglomération rouennaise. Alors ça ne s'appelait pas la métropole Rouen-Normandie à l'époque, c'était ce qu'elle devient la CREA, la CAR, puis la CREA, enfin la communauté de l'agglomération rouennaise, puis la communauté Rouen-Elbeuf-Ostrebert, c'était ça son nom à l'époque. J'étais son conseiller, ça c'était en 2008. À partir de ce moment-là, j'ai été pour la première fois élu, c'était en 2010, comme élu régional. Donc à l'époque, c'était pas la Normandie, c'était la Haute-Normandie, puisqu'il y avait Haute et Basse-Normandie. Comme élu régional en 2010. En 2012, Laurent Fabius devient ministre de François Hollande, ministre des Affaires étrangères. Et je l'ai suivi à Paris, au Quai d'Orsay, où je me suis occupé des sommets internationaux, de géopolitique, des G20, si ça vous dit quelque chose, et aussi de tout ce qui est aide au développement, les fonds Gavi, donc c'est tout ce qui est vaccins, SIDA, l'AFD, l'Agence française de développement, tout ce qui est aide aux pays en développement. En 2013, je suis devenu président de la région Haute-Normandie, pendant 2 ans, jusqu'en 2015, où là j'ai perdu les élections régionales contre Hervé Moin, qui est l'actuel. C'était au moment de la réunification ou fusion des deux Normandies, qui est toujours président de la région Normandie. À partir de 2016, j'étais donc élu régional d'opposition. J'étais aussi conseiller municipal à Rouen, mais simple, entre guillemets, conseiller municipal, c'est-à-dire que j'avais aucune fonction à la mairie exécutive. Je suis reparti dans mon activité professionnelle en 2016, où j'ai travaillé pour une entreprise qui est normande, qui s'appelle Nutricet, si vous connaissez, qui est une PME familiale. Historiquement, c'est la famille qui a fait la marque Maminova. Mais Nutricet ne fait pas des yaourts ou des... Bon, ils font des produits contre la malnutrition dans les pays du Sud et du transfert de technologie vers les pays du Sud. Donc j'ai aidé à ce transfert de technologie. J'étais directeur général délégué du groupe de 2016 jusqu'à 2019-2020. Et en 2020, j'ai été candidat aux élections municipales et métropolitaines. Donc vous savez, c'est une élection double en fait, puisqu'on est élu d'une ville et en même temps on peut être fléché pour la métropole, puisque c'est une intercommunalité. La métropole Rouen-Normandie, c'est 500 000 habitants, 71 communes, dont Rouen, qui fait 114 000 habitants. Et donc, la particularité de cette métropole, c'est que Rouen est plutôt petit par rapport à l'agglomération. Si vous prenez Rouen toute seule, 114 000 habitants, ça doit être, je ne sais pas le chiffre en tête exact, mais ça doit être la 35e ville de France, un truc comme ça en taille. C'est beaucoup plus petit que Montpellier, par exemple. Si vous prenez la métropole Rouen-Normandie, 500 000, c'est plus gros que en nombre de personnes, c'est plus gros que la métropole de Montpellier, c'est l'équivalent. Voilà, et donc j'ai été élu à ce moment-là. Alors c'était dans des conditions particulières, puisqu'il y a eu la pandémie, le confinement. On a fait le premier tour en mars, le second tour en juin. Enfin, je dis on, puisqu'on était élus ensemble avec Caroline, qui est
juin donc, et puis donc depuis 2020, j'ai arrêté mon activité professionnelle évidemment parce que je ne pourrais pas tout faire, et donc je suis maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Sinon j'adore la musique, je suis très fier de vous dire que j'ai à peu près 200 abonnés sur TikTok, c'est-à-dire ma maman, sa nièce, ses cousines, mon frère et moi, qui suivent vaguement les quelques vidéos de guitare que je fais quand j'ai 2 minutes. Ça fait déjà un certain temps que je n'en ai plus mis. Mais on peut parler musique toute la soirée si vous voulez, je serai très content. C'est probablement beaucoup plus important que tout le reste. Non, j'exagère à peine. Mais encore, on pourra en discuter. Si vous avez vu la vidéo d'Anthony Blinken, si vous vous intéressez à la vie politique, vous devriez regarder. Anthony Blinken, qui est un des membres du gouvernement de Joe Biden, pour le ministère des Affaires étrangères, quoi, qui vient de poster une vidéo de lui à la guitare en train de faire du blues du Mississippi. C'est la démocratie par la musique et c'est le soft power et quelque chose que les Américains ont mieux compris que les Français, je pense. Bref, et puis sinon, tous les sports, toutes les musiques et toutes les cultures, ce qui résume bien Rouen, je pense. Voilà. Puisqu'on est très bon dans tous les sports qui sont inconnus en France, mais on est très fiers, et on est très mauvais dans les autres. Non, c'est pas vrai. On est très bon dans plein de trucs. La ville est une ville extraordinaire, c'est une ville qui a plein de difficultés, et c'est une ville qui progresse énormément. Je pense probablement que c'est une des villes pas depuis juste qu'on est élu, mais depuis maintenant 5-10 ans, depuis en gros Valérie Fourniron, qui était maire en 2008. Il a fallu un certain temps, etc. Mais je pense que c'est vraiment un des territoires qui bouge le plus en France en ce moment dans les grandes agglos. Peut-être aussi parce qu'il a moins bougé avant que d'autres. Hein. Moi j'ai vu grandi, je vous ai dit à Bordeaux, j'ai vu Bordeaux avant 95, après 95, le tramway, tout ça, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Il y a une vraie grosse différence, c'est au moment où Alain Juppé, qui n'est pas de ma famille politique, mais qui a vraiment fait un énorme boulot à Bordeaux à l'époque. Et puis, je pense qu'au Rouen fait partie, pas la seule, hein, mais c'est partie de ces territoires qui vaut le détour en ce moment. Voilà, en 2 mots. En 2 mots, c'est parfait. Merci beaucoup pour la présentation du coup. Alors pour ce soir, pour essayer de respecter au maximum la parité au niveau des membres de l'association, on a la chance d'avoir Émilie Lovresse qui est une adhérente depuis peu à l'association, qui s'est prêtée au jeu de vouloir poser des questions à Monsieur le maire, et en parlant des questions, justement, on aurait pu parler musique, Monsieur le maire, mais non, on va parler un petit peu plus sérieux pour l'instant. Je vais vous mettre plein de références musicales. Pas de souci, avec plaisir. On va commencer directement dans le vif du sujet avec une première question qui a un lien avec l'association, puisque l'un des objectifs de notre association, c'est de rassembler les jeunes autour de la politique, qui est un domaine qui, chez nous, la jeunesse, on va dire la génération 18-30 ans, c'est un domaine qui désintéresse de plus en plus notre génération. Est-ce que vous, Monsieur le maire, en tant qu'élu de Rouen, vous pouvez nous expliquer comment, en fait, expliquez-vous cette crise de déviance dans la représentation politique et quelles solutions proposeriez-vous pour pouvoir y remédier? Alors, bon, là encore, comme on a un temps qui est limité, je vais parler un peu directement et peut-être parfois de façon pas suffisamment subtile, mais c'est pour provoquer aussi la discussion. Je pense que votre question est double, et il y a une partie sur laquelle je suis d'accord et une partie sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Mais en fait, tout dépend de la façon dont on définit les mots. Quand vous mettez, c'est un domaine, la politique, dont de plus en plus de personnes dans notre génération se désintéressent. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais on n'a probablement pas la même définition de ce que c'est que la politique. Je pense que les Françaises et les Français, qui sont un peuple très politique, et les nouvelles générations, la vôtre, et je vois mes enfants, ne font pas exception, se méfient des politiciens, peut-être des institutions politiques, mais par contre ont une énorme appétence pour la politique au sens où moi je la définis. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la politique? Pour vous, c'est quoi la politique? Allez-y, allez, c'est pas noté, il n'y a pas de... Ça n'aura aucun impact sur la fiscalité de vos parents. Ouais, vas-y. C'est un peu la façon dont on va organiser une société, la faire avancer, Exactement. les sujets qui vont intéresser aussi la société. Et c'est exactement ça. Voilà. On peut trouver plein de définitions, mais moi je suis tout à fait d'accord avec celle-là. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est les moyens de nous organiser, de changer la vie des gens, de l'améliorer. Enfin, on essaie quand même de faire en sorte que ça soit mieux pour les gens, selon nos convictions. Puis après, il y a des curseurs et il y a des choix qui ne sont pas les mêmes en fonction des convictions des uns et des autres. Et ça, après, c'est l'organisation de ça, c'est la démocratie, en tout cas chez nous. Donc on peut faire de la politique sans être élu. Et plein de gens font de la politique, et notamment les jeunes. Alors peut-être qu'eux ne l'appellent pas comme ça, mais si vous coltinez une assoce qui, le week-end, fait des devoirs
et de l'aide aux devoirs pour des gamins en difficulté, vous faites pour moi de la politique, au sens où vous essayez d'aider les autres. Alors, dans un périmètre restreint, peut-être, avec des moyens limités, peut-être, mais pour moi, c'est de la politique au sens littéral du terme. Si vous êtes impliqué, Greta Thunberg fait de la politique. Si vous êtes impliqué dans des mouvements citoyens, vous faites de la politique. Et on pourrait le décliner sur plein de domaines. L'engagement électif, le mien, donne accès à des leviers particuliers, à des institutions, à des réglementations, à des pouvoirs de police, à des budgets, des moyens publics, et donc à des capacités d'action qui sont différentes. Mais la politique ne se résume pas à l'engagement électif, heureusement. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que je ne crois pas du tout que les jeunes se désintéressent de toutes les façons de faire de la politique. Je vois plutôt, par exemple, dans les jeunes salariés, par exemple, de l'envie, je vais le dire comme ça de façon un peu provocatrice, j'admets, de l'envie de mettre de la politique dans leur engagement professionnel. Par exemple, je vous ai dit, moi j'ai plutôt une formation d'ingénieur scientifique, je vois beaucoup de copains de promo ou de gens issus de la même formation que moi. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais avec l'amicale du corps des mines, donc j'ai vu des jeunes ingénieurs du corps des mines qui sont venus de Paris. Bon, il y en a plein qui ont envie de bosser dans l'énergie, mais énergie renouvelable, sobriété énergétique, etc. On a vu les mouvements, je sais pas moi, à l'agro de Paris, c'est un concours que j'ai passé il y a bien longtemps, de mouvements, de rébellion, etc. Bon, rébellion, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, de revendiquer. C'est de la politique, pour moi. Mais ce n'est pas un engagement électif. Là où on a un sujet, et c'est la deuxième partie de la deuxième question de votre question, et là je suis d'accord pour le coup, c'est crise de déviance dans la représentation politique. Et là on a un double sujet, pour moi, c'est d'une part un désintérêt, voire, j'ai même utilisé le mot, une défiance, et parfois même une colère, et parfois même une violence, vis-à-vis des institutions et des formes pourtant démocratiques, ou en tout cas censées l'être, institutionnalisées de la politique. Les élus tous pourris, ils servent à rien, on vous demande d'agir, vous ne le faites pas, vous nous avez menti, on a c'est la finance, la croissance avec les dents, enfin, je peux vous en trouver pour tout le monde. Bref. Et aussi, deuxième sujet, un problème, vous l'avez mis, déviance dans la représentation. Je dirais plutôt dans la représentativité. Nous jeunes, par exemple, nous jeunes générations, ne sommes pas représentés dans les formes institutionnelles de la politique. Et concrètement, c'est assez vrai. Il y a assez peu de jeunes, il y en a quelques-uns, hein, des exemples connus, en ce moment, je sais pas, Louis Boyard, par exemple, on peut dire, factuellement, il est jeune et il est élu parlementaire, donc on peut dire qu'il est représentatif d'une certaine partie de la jeunesse, etc. Il y en a certainement d'autres. Jordan Bardella, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 28 ans, un truc comme ça, 29 ans, ça fait moins de 30 ans. Bon, voilà. Oui, je prends des exemples volontairement, pas de ma famille politique, mais c'est pour illustrer le fait qu'il y a une certaine représentativité. Mais reconnaissons qu'elle est quand même assez faible. Si je prends les maires, par exemple, le moyen d'âge des maires, bon, moi j'ai été président de région, je vous ai raconté, j'étais président de région, donc c'était en 2013, donc j'avais 36 ans. Le deuxième plus jeune président de région à l'époque avait 63 ans. On voyait bien, et aujourd'hui ça a un peu changé. Hier j'étais avec Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Je ne sais pas quel âge elle a, Carole, mais elle n'a pas 60 et quelques. Bon, mais elle n'a pas 20 ans non plus. Bon, et donc on a des biais de représentativité et des biais d'associativité, je sais pas si ça existe ce mot, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'association des jeunesses dans, je dis bien des jeunesses, parce qu'il y a différentes jeunesses, dans les formes, disons, institutionnalisées de la politique. Et là on a un souci. Mais on a un souci assez similaire dans notre incapacité à faire venir telle et telle catégorie sociale dans les musées, ou dans tel ou tel lieu qui paraissent trop formels, trop empoulés, trop repoussoirs, trop inefficaces, trop etc. Donc il faut trouver des modes informels, ce genre, cette discussion aujourd'hui par exemple, des modes aussi peut-être plus continus. Ce que je veux dire par plus continu, c'est pas tous les jours, peut-être, mais quand même pas tous les 6 ans non plus. On ne demande pas aux gens d'aller voter juste tous les 6 ans, puis ensuite on se reverra dans 6 ans. Donc là, il y a plein de choses qui font appel à l'éductech, la civic-tech, la good-tech, puis le terrain, la proximité, et puis la façon peut-être aussi de les codes en fait, de la politique, de parler, d'échanger, voilà. C'est pas facile, moi personne n'a de solution miracle, mais je pense que, alors en tout cas je peux le dire pour le niveau local, pour l'avoir bien connu quand même, et puis pour le vivre encore aujourd'hui, le niveau local permet de faire des choses qui sont peut-être plus difficiles au niveau européen ou au niveau national, c'est-à-dire qu'on a quand même plus à portée d'engueulade, comme on dit. C'est quand même plus... Voilà.
Après, il faut aussi expliquer un truc, je ne sais plus qui a dit ça, c'était Voltaire, Rousseau, Jean Diderot, je ne sais plus, mais si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Si vous n'allez pas voter, normalement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre après. Si vous n'allez pas voter, après, il ne faut pas râler parce que le ticket de bus il est trop cher, ou que le bus il passe pas à la bonne heure, ou que le plat à la cantine il est dégueulasse, ou que le gouvernement n'agit pas assez sur l'écologie. Parce qu'en fait, ça je suis sûr c'est Churchill, la démocratie c'est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Et c'est assez juste quand même. Donc bien sûr, c'est perfectible. Il y a le débat sur la 6ème République, le parlementarisme versus le présidentialisme, là on pourrait avoir ce débat si vous voulez. N'empêche que choisir, et c'est quand même une tendance, de ne pas y participer, c'est laisser les autres choisir à votre place, y compris des gens pas jeunes, y compris des gens pas de votre territoire, y compris des gens pas de vos centres d'intérêt, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, c'est un peu comme le pari de Pascal, quoi. Il vaut mieux faire le pari d'être dedans, plutôt que de choisir dedans. Après, on peut aussi, mais je l'ai dit au début, je ne vais pas revenir, faire de la politique autrement. Et d'ailleurs, les différents engagements peuvent être tout à fait complémentaires. On peut faire de la politique en étant universitaire ou activiste et en étant élu, c'est pas du tout impossible. Je dirais juste une petite chose et je m'arrête, c'est que quand on est confronté à des formes institutionnalisées de la politique, un des éléments qui peut être difficile, par exemple quand on est élu, c'est qu'on est plus rapidement confronté au compromis, et donc aux obstacles du compromis, et aux frustrations que génère le compromis. Ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, en tout cas pour moi je suis socialiste, homme de gauche, vous arrivez avec un idéal, vous voyez, et quand vous êtes sur le terrain, dans l'action, ben, l'idéal, il arrivera peut-être un jour, mais souvent il est un peu asymptotique, quoi. C'est-à-dire, vous l'atteindrez peut-être, mais pas tout de suite. Et peut-être jamais, en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même un chemin. Mais ce chemin, il peut être frustrant, il peut même être décevant, il peut même être... Vous voyez. Donc c'est ça où c'est difficile. Et notamment quand on a des aspirations fortes, et c'est vrai que souvent ce sont plutôt les nouvelles ou les jeunes générations qui ont des aspirations plus radicales au bon sens du terme, c'est-à-dire plus intenses, plus en adéquation, et c'est vrai que ce début de siècle il est comme ça, avec les urgences du moment, typiquement l'urgence écologique, pas uniquement. Donc il y a une forme de frustration de ce côté-là. Après, tout dépend, alors après c'est vraiment philosophique, tout dépend ce qu'on veut faire de sa vie. Est-ce qu'on préfère croiser les bras et se dire, bah ouais, mais comme j'arriverai jamais à mon idéal, du coup je fais rien, puis du coup on fait des réunions comme ça et c'est sympa, mais au final on a changé la vie de combien de personnes? Ou bien, on se dit, bah on va quand même essayer d'y aller, et du coup, on va être frustré parce qu'on voulait faire ça, puis on va faire ça. On voulait faire ça, puis on va faire ça. Mais on aura quand même fait des trucs. Merci. Émilie, je te laisse poursuivre. Très bien. Merci. Alors que les partis généralement classés par les médias comme extrêmes, tels que la France Insoumise et le Rassemblement National... C'est pas les médias, hein, c'est le Conseil d'État qui vient de confirmer que le Rassemblement National était un parti d'extrême droite. Je tiens à le dire, là, parce que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais en l'occurrence, c'est la justice qui vient de le confirmer. Ceux-ci connaissent une recrudescence de leur effectif, et plus particulièrement chez les jeunes. Comment expliquez-vous que les partis dits traditionnels, tels que le Parti socialiste et les Républicains, peinent à attirer les plus jeunes? Bon, il y a plein de raisons. Après, peut-être j'essaierai de nuancer la conclusion, mais globalement, je la partage. C'est-à-dire que les partis traditionnels ont perdu beaucoup. Quand on dit partis traditionnels, c'est-à-dire ceux qui, en gros, ont été dominants à gauche et à droite sur ces, on va dire, 50 dernières années, et qui ont, en général, généré les présidents de la République et les formes majoritaires de gouvernement en France. Les raisons, bon, il y en a plein. Je vais faire le lien avec ce que je viens juste de dire. Déjà, souvent, ils ont déçu. Alors c'est cette histoire d'asymptote, d'idéal versus le réel, parfois de trahison aussi, hein, parfois de choses qui relèvent du mensonge, parfois de choses qui peuvent relever de la déception fondée, enfin légitime. Il y a aussi le débat qui fait que vous nous avez promis ceci, puis on n'a vraiment pas fait ça. Et, souvent, je peux le dire pour ma feuille politique, souvent on a ce débat sur le quinquennat de Hollande. Typiquement, il y a ce débat sur le quinquennat de Hollande. Tout le monde ne sera pas d'accord, hein, mais si j'essaie de le décrire de façon neutre, une des critiques et une des raisons de la désaffection, notamment dans ce qu'on appelle catégorie populaire, c'est un terme un peu rapide, c'est ça, c'est ce sentiment d'avoir été trahi ou déçu, ça. Bon, après on peut rentrer dans le débat, mais c'est juste pour expliquer une des raisons. Alors je pense qu'il n'y a pas que celle-là, je pense qu'il y a aussi une forme de, comment dire, de notabilisation,
C'est-à-dire que les partis traditionnels, je peux le dire pour le Parti Socialiste, je pense que c'était assez vrai aussi pour les partis des Républicains, enfin, l'UMP avant, se sont beaucoup notabilisés et ont eu tendance du coup à se couper d'un certain nombre de catégories dans notre société, notamment les jeunes générations. Peut-être aussi parmi les raisons, enfin je ne fais qu'esquisser, je ne prétends pas avoir la solution, mais peut-être aussi une incapacité, c'est un mot un peu trop fort, mais une difficulté à comprendre les radicalités nécessaires de ce début de siècle. Je vais prendre l'exemple du changement climatique. À gauche, je pense que le Parti Socialiste, pas que lui d'ailleurs, mais a mis peut-être trop longtemps à comprendre que d'abord la radicalité, c'est pas nécessairement l'extrémisme, mais que face à l'urgence et à l'intensité de certains enjeux, on peut avoir besoin, et on a besoin de mon point de vue, de certaines mesures radicales, au sens que je viens d'essayer de définir, c'est-à-dire c'est pas de l'outrance, c'est pas de l'extrémisme, mais par contre ça peut être des mesures plus fortes et significativement différentes des logiciels politiques qu'on a coutume d'utiliser dans le XXe siècle, pour le dire rapidement. C'est peut-être vrai aussi à droite, mais je connais moins. Bon, donc voilà, il y a plusieurs raisons. Les déceptions, les trahisons, l'usure peut-être aussi, la notabilisation et les difficultés d'appréhension, de compréhension de ce qu'est notre siècle, de ce qui est attendu. Alors par exemple par la jeunesse, je pourrais dire sur le changement climatique, je pourrais dire aussi par les scientifiques, qui n'ont pas tous 20 ans. Enfin, donc c'est pas juste que la jeunesse. A contrario, parce que l'exemple partait du succès entre guillemets ou de la croissance, pour moi inquiétante, mais des extrêmes. A contrario, je pense que du côté d'ailleurs et du RN ou du FN à l'époque et de LFI maintenant, ou du parti de gauche avant, je pense qu'il y a eu une meilleure compréhension, aspiration de radicalité, même si certains éléments de radicalité, je ne les partage pas, et une capacité peut-être plus forte à renouveler les pratiques, c'est-à-dire à avoir des pratiques plus informelles, plus directes, peut-être parfois plus brutales aussi, mais finalement plus accessibles. Quand je vois la façon, sur la forme, dont, et d'une certaine façon, ne croyez pas que je les mette sur le même plan, mais c'est juste pour expliquer, et par exemple Louis Boyard ou Jean-Luc Mélenchon d'un côté, je sais pas, Marion Maréchal Le Pen ou Jordan Bardella s'expriment, je vois bien que dans les deux cas, il y a sur la forme une façon qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus accessible, j'allais dire moderne, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que ça donne l'impression que je cautionne, mais que les partis dits traditionnels. Alors, je voulais quand même finir en nuançant. Je ne serais pas aussi négatif et pessimiste que ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des jeunes, on va dire que j'en fais plus partie, mais qui ont aussi envie de s'engager. On le voit chez les LR, on le voit chez les socialistes, on le voit sur d'autres, on le voit chez les Verts, on le voit chez les communistes. Si vous prenez, je prends les communistes, si vous prenez le Parti communiste n'est pas la marque la plus moderne, la plus récente du monde. Bon, non mais je dis ça, c'est juste historique. Mais si vous prenez leur chef de file pour les élections européennes, Monsieur Desfontaines, si je ne dis pas de bêtises, il a, je ne sais pas quel âge il a, mais il a 25-30 ans, enfin il est très jeune. Donc, et je pourrais vous donner des exemples socialistes aussi. Donc ça existe aussi. Après, en dynamique, il est très clair qu'en volume, le premier parti des jeunes, c'est l'abstention. Le deuxième parti des jeunes, quand ils s'engagent, c'est quand même plutôt le RN. Et le troisième serait plutôt LFI. Il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous n'allez pas chez les Verts, chez les socialistes, mais on en parlera après. Justement, on vient de parler de la montée des extrêmes en France et notamment chez les jeunes. Et est-ce que vous pensez qu'à long terme, il y aura une véritable implication de la politique des extrêmes, notamment dans les futurs gouvernements français ou non, et aussi sur l'influence de la France au sein de l'Union européenne et le monde? Alors c'est pareil pour moi, là il y a un peu deux questions dans une. Ouais. Bon. D'abord sur la stabilité politique nationale. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, moi je suis inquiet. C'est-à-dire que je pense que les extrêmes sont des facteurs de déstabilisation de notre République.
et j'emploie le mot à dessein qui est un mot fort, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, hein, mais c'est vraiment ma conviction. Et on le voit dans d'autres pays. Si on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, au Brésil, on peut trouver d'autres exemples. L'Italie, c'est peut-être, si on est honnête intellectuellement, c'est peut-être encore un peu tôt pour dresser un bilan, puisque Mme Meloni a été élue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, par honnêteté intellectuelle, je trouve que ça ne serait pas très honnête de tout de suite en tirer des conclusions. Mais effectivement, on sent une tendance. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette tendance, elle n'est pas que française. La tendance de monter sur les extrêmes, elle est visible, comme on vient de le dire. On vient de citer l'Italie, on pourrait citer la Suède, on pourrait citer, bon, y compris des pays dont ce n'était pas la tradition politique. Donc on voit bien qu'il y a eu des évolutions fortes. Donc la France, ce n'est pas un îlot étanche du reste du monde. S'il y a des tendances lourdes comme ça, qui sont même mondiales, il n'y a pas tellement de raison de penser que ça n'arriverait pas en France. Et c'est ce qu'on voit en France. Si vous prenez toutes les dernières élections depuis au moins 2012 ou 2002, comme vous voulez, traduisent une montée des extrêmes. Toutes. Le national, local, alors à des degrés divers, mais toutes avec une pente comme ça. Avec des différences territoriales, sociologiques, si vous voulez, mais globalement, c'est comme ça. Donc, bon, si vous prenez les élections présidentielles, en 2017, Macron au deuxième tour fait 66%. En 2022, il fait 58%. Il a donc perdu 8 points. Il ne va pas se représenter, il ne peut pas, mais en 2027, enlever 8 points à 58, ça veut dire que la bascule, elle est statistiquement, évidemment tout ça est juste de la conjecture, mais c'est tout à fait de l'ordre du possible, ce qui s'est passé en Italie. Bon, je ne le souhaite pas, mais statistiquement, politiquement, c'est tout à fait possible. Électoralement, c'est tout à fait possible, et ça serait cohérent avec ce qu'on observe de dynamique de ces 20 dernières années. Ensuite, est-ce que ce serait bon pour le pays? Alors là, je vais exprimer mon opinion. Non, je ne le pense pas. Je pense que ce serait dangereux pour le pays, du point de vue des politiques menées, et je pense que ce serait dangereux pour notre démocratie, et même notre République, du point de vue des valeurs qui sont portées. La devise de la République, c'est la liberté, c'est l'égalité et la fraternité. Je ne pense pas que, notamment l'extrême droite, je ne mets pas sur le même plan le RN et LFI, mais en particulier le RN, serait à même d'être garant des principes fondamentaux de notre République, et en particulier les principes d'égalité et de fraternité. Non, je ne le pense pas. Je pense même que leur projet politique est orthogonal à ces principes-là. Sur l'Union européenne, c'est plus complexe, puisque l'Union est grande, il y a beaucoup de pays, et l'influence de la France, même si vu de la France, on a toujours tendance à considérer que la France domine le monde et le phare de l'univers, la réalité est un peu différente quand même. Et donc, d'ailleurs on le voit sur d'autres pays, hein, l'Italie est passée chez Mme Meloni, mais ce n'est pas pour autant que Mme Meloni peut dérouler son programme au niveau européen, notamment sur les questions migratoires, exactement comme elle l'aurait voulu. C'est plus complexe que ça, parce que la construction, mais on va en parler après, européenne est une construction de compromis, de délégation de souveraineté, de rapport de force à l'échelle des États, et aussi à l'échelle du Parlement, et donc des citoyens européens par délégation. Donc c'est plus complexe. Dans tous les cas, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Justement, pour revenir sur l'Union européenne, on entend de plus en plus de critiques, que ce soit à gauche ou à droite, sur l'omniprésence de l'Union européenne, ce qui engendrerait une perte de souveraineté des États membres sur les politiques économiques et les politiques migratoires. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques et quelle est votre vision globale de l'Union européenne? Moi, je l'ai dit dans mon parcours, moi j'y ai bossé, et donc j'ai une vision qui est liée à mon expérience personnelle. Je trouve que ces critiques sont partiellement entendables et légitimes, mais pour beaucoup très hypocrites et malhonnêtes. D'abord, il faut quand même savoir que ça arrange plein de pays de l'Union européenne d'avoir l'Union européenne. Parce que quand il y a un truc bien qui se passe, on dit c'est grâce à nous, puis quand il y a un truc mal qui se passe, on dit c'est à cause de Bruxelles. Hein, donc il faut quand même le dire, ça. Parce que c'est quand même la réalité du petit jeu qui est joué à droite et à gauche depuis beaucoup d'années. Et c'est un jeu qui est malhonnête. Il faut quand même savoir que la grande majorité, si ce n'est la totalité des décisions qui sont prises au plan européen, sont prises par deux chambres, il y a un bicamérisme comme en France, même si ce n'est pas les mêmes formes, qui sont le Parlement européen, ce sont les élections de l'année prochaine, qui représentent ce que je disais par délégation les citoyens, et le Conseil de l'Union européenne. Et le Conseil de l'Union européenne, c'est les États membres, c'est-à-dire ce sont les ministres dans chaque... Donc si vous avez, je sais pas moi, une politique agricole européenne, où vous avez le ministre français
qui râle au gouvernement français parce que la politique ne serait pas comme ci, comme ça, il faut quand même savoir qu'il a voté au niveau du Conseil de l'Union européenne, etc., etc. Donc moi je trouve qu'on est très hypocrite sur l'Europe. Et puis on est aussi, je pense, très malhonnête dans la critique. Moi je suis très pro-européen, donc je vais l'assumer. Et je pense qu'on a besoin de plus d'Europe. Ça ne veut pas dire que l'Europe ne doit pas changer. Il y a plein de choses à changer sur l'Europe. Mais il faut quand même réaliser, en prenant un tout petit peu de recul, que l'Europe est le seul espace au monde de cette taille, avec cette stabilité et cette relative prospérité économique et sociale. Il y a des pays entiers qui nous envient l'espace européen, pour des raisons parfois économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons de droit. Il y a des gens dans le monde entier qui brandissent le drapeau européen parce que c'est un espace de droit. Parce qu'il y a des gens dans le monde entier qui n'ont juste pas le droit de voter, qui n'ont juste pas le droit de s'exprimer. Je ne vous parle même pas de la différence entre les femmes et les hommes, etc. Enfin, c'est ça la réalité du monde. Le monde, ce n'est pas une grande démocratie. Le monde, il est dominé par des régimes qui ne sont pas démocratiques. La Chine n'est pas un régime démocratique. Il y a beaucoup plus de Chinois que d'Européens. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Donc, c'est le plus bel et le plus grand espace, et il a à peine 70 ans. Pardon, mais c'est extraordinaire. Alors évidemment, nous ou vous, peut-être ne le réalisons pas totalement, parce qu'on n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un peu comme l'air qu'on respire, on n'y pense plus. Mais n'empêche, imaginez une seconde, et tout ça est très fragile, hein, qu'on soit tout d'un coup privé de plein de choses. Tout d'un coup, vous n'avez plus Erasmus, vous n'avez plus la possibilité de faire vos études, vous n'avez plus l'euro, vous n'avez plus... vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même. Encore une fois, la France, on se prétend les meilleurs du monde, mais 60 millions ou 70 millions d'habitants, en termes de rapport de force, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes dans l'Union européenne. Quand vous voulez discuter d'accords, par exemple, transatlantiques, quand vous voulez parler avec Poutine, avec Biden, avec Xi Jinping, etc. Autre exemple, très très simple, je vous ai dit, moi je vais vous donner un exemple qui est issu de mon parcours. J'ai travaillé dans le secteur du médicament. Avant l'Union européenne, vous n'étiez pas soigné avec la même qualité et la même sécurité de médicaments si vous étiez en France, en Espagne, en Pologne ou en Slovaquie. Allez en Afrique, et c'est pas du tout un jugement vis-à-vis des pays africains, mais la réalité c'est que vous avez plein de médicaments qui sont des faux médicaments, vous avez plein de contrebandes et contrefaçons, vous avez plein de trucs qui vont en réalité vous faire du mal et vous tuer, et que vous payez un fric de dingue. Je ne dis pas que ça n'existe pas en Europe, mais l'Europe a une construction qui a permis de drastiquement limiter ça. Pendant la pandémie, on était bien content d'avoir des achats de vaccins à l'échelle européenne, je peux vous dire. Donc, ça, c'est ce que l'Europe a permis, et qu'elle permet toujours. L'Europe a beaucoup d'actions réglementaires, par exemple, sur les questions environnementales. L'Europe est beaucoup plus écolo que Macron. Et depuis longtemps, le Green Deal, la directive REACH, si vous connaissez, sur les produits chimiques, les normes Euro 5, 6, etc., sur les carburants des voitures, à la fin des véhicules thermiques, etc. Si on attend que les pays seuls le fassent, on va attendre longtemps, je peux vous dire, hein, parce que c'est pas l'Allemagne avec son industrie automobile, ou même la France avec Renault Peugeot, qui va s'y coller toute seule. Donc, je trouve qu'on est assez insincère. En réalité, l'Europe est une communauté de valeurs et de destin. Et ça, c'est extraordinaire, c'est unique au monde. Après, elle est largement perfectible. Et un des enjeux, c'est quand même cette question de proximité. Vous avez fait référence à la souveraineté, etc. Bon, là, il y a des choix qui sont différents. Il y a des gens très fédéralistes, il y a des gens très nationalistes ou souverainistes. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un sujet démocratique avec l'Union européenne, de redevabilité, de transparence, vous voyez, c'était quand? C'était en début de semaine. Je suis allé à la Lombardie, donc sur les Hauts-de-Rouen, on a inauguré une nouvelle chaufferie biomasse. Puisqu'avant, une partie des Hauts-de-Rouen était chauffée avec une chaudière au gaz, dégueulasse, CO2, très cher. Quand vous avez la guerre en Ukraine, les prix explosent, etc. On est passé à une chaufferie biomasse avec du bois qui est approvisionné à 100 km à l'heure. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce projet il est financé à 15% par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas s'il n'y a pas l'Union européenne. Il ne se fait pas s'il n'y a pas l'Union européenne. Mais quand on fait l'inauguration, il n'y a pas monsieur ou madame Europe. Il y a moi comme maire, il y a le maire de Darnétal, parce qu'il est concerné, voilà. Il y a les services, il y a Dalkia, qui est l'entreprise, mais il n'y a pas monsieur ou madame Europe. Et donc il y a un problème de, si vous voulez, d'affectio societatis. Vous voyez l'affectio societatis quand
quand vous faites Erasmus, quand vous avez... Mais je peux vous assurer qu'on a, on a peut-être 20-25 ans de différence d'âge, quelque chose comme ça. J'ai 46 ans, oui, c'est ça à peu près. Ben, ma génération, qui n'est quand même pas si différente de la vôtre, l'Europe, c'était un truc... Enfin, déjà, moi, monter à Paris pour faire mes études, c'était un truc de fou. Et encore aujourd'hui, pour plein de Françaises et de Français, aller de Dieppe à Rouen, c'est pas un truc si simple. Donc avoir une construction qui permette à cette jeunesse de se connaître, de se comprendre, de travailler ensemble. Nous, on est candidat pour être capitale européenne de la culture. Moi, j'ai connu Lille en 2004, Marseille en 2013. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est évidemment un ciment de paix. Enfin, après, évidemment, j'aurais pu commencer par ça. Mais... Je vais vous raconter juste une anecdote, puis je m'arrête. Je suis un peu trop long par question, mais c'est un sujet qui m'est très très cher. Je vous ai dit que j'ai bossé à Bruxelles de 2003 à 2008. Quand j'arrive en 2003, c'est la première fois que je venais à Bruxelles, je n'y avais jamais travaillé, et j'y arrive comme expert français, dans le secteur du médicament. L'industrie pharmaceutique et le secteur pharmaceutique est très important en France, il est aussi très important en Allemagne, et je suis dans une équipe dont le chef est allemand, que je ne connaissais pas. Il s'appelait Martin Terberger. Il venait de Dresde. Premier jour, j'arrive, il me convoque, il avait une cinquantaine d'années, moi j'avais donc trentaine d'années. Il me convoque, et il m'amène dans son bureau, et il me montre une photo de Dresde à la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où toute sa famille a été décimée par les Alliés, donc plutôt par, pas par moi, mais quand même par notre camp par rapport aux Allemands quand même, où il m'explique qu'une partie de sa famille est morte dans le fleuve, parce qu'il y avait tellement de bombes et d'incendies que les gens sautaient dans l'eau, sauf que l'eau était tellement chaude à cause des bombes et des explosions que les gens mouraient asphyxiés et brûlés dans l'eau. Et si vous voyez les photos, regardez sur internet, de Dresde à la fin de la guerre, je peux vous dire, et c'est les Alliés qui ont bombardé, c'est nous, c'était pas beaucoup mieux que le Havre ou... enfin, bon. Donc, que quelques années à peine après ça, des gens se disent, on va bosser ensemble et on va faire en sorte que tout ça n'arrive plus jamais, mais c'est le rêve de millions et de millions de gens dans le monde. Donc, gardons ça à l'esprit quand même. Merci beaucoup. Il paraît que les Français, on est un petit peu chauvin sur les bords, donc on va revenir un petit peu de politique nationale. Il y a une partie importante de l'électorat populaire qui se tourne aujourd'hui vers le Rassemblement national, lorsqu'elle ne s'abstient pas. Est-ce que vous pouvez expliquer, comment expliquez-vous que la gauche en fait n'arrive plus à capter cet électorat, et est-ce que vous pensez que le quinquennat de M. Hollande a une part de responsabilité dans ce constat? Qu'il ait une part de responsabilité, c'est sûr. Est-ce qu'il est responsable de tous les maux? Non, je ne pense pas non plus. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Je vais parler pour ma famille politique. Je ne vais pas parler peut-être de toute la gauche, je vais parler plutôt du Parti Socialiste, qui ne résume pas toute la gauche du tout. Moi, je pense que le Parti Socialiste a oublié de bosser. Voilà, si je dois résumer. À partir de 2012, en 2012, il a à peu près tout. Hein, on a plein de grandes villes, on a le gouvernement, on a même le Sénat, on a une majorité assez confortable à l'Assemblée, même s'il y avait des fondeurs, bon, peu importe, enfin, globalement tout ça. Et au final, à partir de 2015, j'en sais quelque chose, parce que j'ai perdu les élections à ce moment-là, ça commence à partir en vent. Et en 2017, François Hollande ne se représente même pas, et ce qui est quand même un certain aveu. Et derrière, les résultats sont ce que vous savez. Et on est toujours dans ça, en réalité, de mon point de vue. Et pourquoi? Une des raisons, je parle que de ma famille politique, et je m'inclus dedans, c'est une autocritique que je fais. Je pense qu'on n'a pas assez bossé. Alors je reprends ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les questions de ce siècle. Sur la question, par exemple, écologique, je pense qu'il y avait des aiguillons qui étaient très forts, les scientifiques, la jeunesse, on ne l'a pas assez travaillé. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on n'était pas... La question des services publics, on l'a beaucoup travaillé dans les agglos, dans les métropoles, dans le Pays de Bray, pas trop. Hein. Et quand vous regardez dans le Pays de Bray aujourd'hui, vous en voyez les conséquences électorales. Et les cartes d'accès aux services publics, si vous les corrélez avec les cartes électorales, c'est-à-dire qui vote quoi, les taux d'abstention, vous voyez quand même assez bien les correspondances. Donc il y a des raisons à ça. Donc je pense que c'est vraiment ça le cœur. Après, comme je disais tout à l'heure, comme ce parti, le PS, avait quand même à peu près tout gagné ou pas loin, il n'était pas tout seul, mais quand même il était largement dominant, à ce moment-là, je parle de 2012, il s'est notabilisé. Et à quoi ça sert un parti politique? Il y a eu tout ce débat, il existe toujours sur est-ce qu'on a encore besoin des partis politiques ou pas, etc. Le mot parti politique n'est pas du tout à la mode.
Tout le monde dit non, moi je crée pas un parti, je fais un mouvement, enfin, un truc, En Marche c'est pas un parti, LF, bon. À chaque fois c'est des partis, hein, je vous le dis. Mais à chaque fois c'est une organisation, en plus ou moins démocratique, ce qu'on veut, mais à chaque fois c'est une organisation structurée pour gagner des élections, etc. Sauf que là où nous on a commis une erreur, c'est que, peut-être par dérive, usure, paresse, ce que vous voulez, on a fini par résumer la fonction d'un parti politique à une machine électorale, c'est-à-dire à permettre à des gens de gagner des élections. Coller des affiches, faire une campagne, ça. Sauf que un parti politique, c'est pas juste ça. Il y a ça, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a le débat d'idées, il y a les propositions, il y a le lien avec la société civile, les rencontres avec les syndicats, avec les dirigeants d'entreprise, avec le monde de la culture, de l'éducation. Et LFI a fait ça très bien. Beaucoup mieux que le PS ces dernières années, si je regarde la gauche. Clairement, LFI a gagné des voix sur le PS parce que, moi je le voyais bien, des syndicalistes, des artistes, des profs me disaient bah, au PS il se passe rien. Et en plus vous nous avez trahi, c'est encore autre chose, sur les politiques que vous avez menées. J'exagère un peu, mais enfin c'était ça la critique. LFI au moins, ils viennent nous voir, on discute, bon, on n'était pas d'accord, mais au moins un peu. Voilà. Donc ce lien avec la société civile, avec la gauche civile et sociale, et puis pas que la gauche, mais ça c'est je pense. Vous voyez, encore aujourd'hui, j'ai dit ça, mes camarades socialistes ne sont pas tous appréciés. Je vais le faire maintenant, on n'est qu'entre nous, je sais pas si la presse n'est pas là. Ne me citez pas directement, mais je l'ai déjà dit publiquement. Citez-moi une idée socialiste. Non mais, là encore, ça n'aura aucune conséquence, ni sur la fiscalité, ni sur rien. En fait, par cette question, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous pouvez identifier dans le débat politique, que vous soyez d'accord ou pas avec cette idée, hein, mais une idée, une proposition forte, qui ne soit pas du gadget, qui ressemble à quelque chose de suffisamment puissant pour qu'on puisse considérer qu'elle est un marqueur politique de tel ou tel... Alors en général, quand on creuse cette discussion, on tombe sur l'abolition de la peine de mort, le RMI, le RSA, la CMU, et puis plus récemment, le mariage pour tous, l'accord de Paris, et en fait, on s'arrête à peu près... En général, l'idée la plus récente qui arrive, c'est le revenu universel de Benoît Hamon en 2017. Quand les gens s'intéressent à la gauche, au Parti Socialiste, c'est la dernière idée qui arrive. Mais c'est 2017. Le sujet n'est pas si elle a été gagnante ou pas. Le sujet, c'est est-ce qu'elle est identifiante comme marqueur politique d'une famille politique. Si vous prenez l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour LFI, c'est une incarnation très forte, avec des marqueurs très forts. On sort de l'OTAN, on arrête l'ordre de la défense, on augmente les salaires de je ne sais plus combien, enfin, un truc de dingue. On fait la retraite à 60 ans, 40 annuités pour tous. Vous voyez ? Je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est identifiant fort. Le PS, et ça rejoint ce que je disais sur l'absence de travail, l'insuffisance de travail, etc., on a un problème de logiciel, d'identification et aussi d'incarnation. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut bosser, je pense. Alors c'est compliqué, hein, attention, hein, encore une fois que j'ai dit ça, c'est facile de critiquer, c'est autre chose de s'y mettre, hein, attention. Peut-être quand même une suggestion, on a plein d'élus qui sont plutôt, j'en fais partie, mais plutôt appréciés en local avec des idées intéressantes. Bah, je sais pas, par exemple la gratuité des transports. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est un débat qui est intéressant. Ici, on a mis la gratuité le samedi, je peux vous dire que les gens sont plutôt contents de la gratuité le samedi. Si vous allez à Montpellier, ils sont en train de faire la gratuité tout le temps, si vous allez à Dunkerque, elle existe déjà, ça marche. Enfin, en tout cas, il y a un intérêt. Alors ça pose d'autres contraintes, il y a des débats sur l'investissement, la fiscalité, tout ce que vous voulez. N'empêche que, voilà, un sujet, marqueur, etc. Oui. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on bosse plus, qu'on incarne plus et qu'on soit plus dans le dialogue. Voilà. Il y avait une main levée. Oui, vas-y. Donc, je vais vous poser une question par rapport au problème que vous avez énoncé. Est-ce que vous pensez que justement la NUPES permet de retrouver un peu ces marqueurs politiques qui manquent individuellement à chaque politique de la gauche? Je pense qu'elle le pourrait si elle avait été construite pour ça. Mais l'honnêteté m'oblige à te dire que je ne pense pas qu'elle ait été construite pour ça. La NUPES, elle a été construite, et ce que je vais dire n'est pas du tout polémique, hein. J'essaye juste de décrire les choses parce que je l'ai vécu de l'intérieur. La NUPES, elle est construite à un moment politique bien particulier. C'est après la présidentielle de 2022 et avant la législative de 2022, dans une période courte. Après la présidentielle de 2022, si vous avez suivi la campagne présidentielle de 2022, elle n'était pas très NUPES. Hein. Toute la gauche se foutait sur la figure
M. Mélenchon le premier, mais les socialistes n'étaient pas en reste, Anne Hidalgo n'a pas arrêté de taper sur le reste de la gauche, j'étais un de ses porte-parole, je sais de quoi je parle, les écologistes pareil, etc. etc. C'était même moins rassemblé qu'en 2017. En 2017, Yannick Jadot était derrière Benoît Hamon. Cette fois-ci, il y avait une candidature écologiste avec Yannick Jadot, plus Fabien Roussel, plus LFI, plus le PS. Et on connaît le résultat. Donc c'est pas du tout une campagne du PS. L'élection présidentielle est le juge de paix de ça. Et elle dit, il y en a un qui a gagné, enfin la gauche a perdu, puisqu'elle ne passe pas au second tour. Donc globalement, la gauche ne gagne pas, puisque le second tour, c'est Le Pen-Macron. Si on veut bien tous considérer que Macron n'est pas de gauche, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Le Pen n'est pas de gauche, donc la gauche ne passe pas au second tour, donc la gauche ne gagne pas, donc elle perd. Mais dans cette défaite, il y en a qui perdent plus que d'autres. Nous, on se prend une dérouillée totale, 1,7%. Celui qui gagne, qui perd le moins, enfin, comme vous voulez, en tout cas qui domine les autres à gauche, c'est Mélenchon, puisqu'il fait 22 et quelques, et tous les autres font moins de 3, 4, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc ça détermine un rapport de force national. Et c'est ce rapport de force qui détermine la NUPES, pour les législatives. En fait, à ce moment-là, la construction de la NUPES, ce n'est pas un accord programmatique, c'est un accord électoral. C'est-à-dire que, je peux te dire chez moi, mais c'était la même chose chez les Verts, chez le PC, c'est panique à bord. Puisque le score est catastrophique, tout le monde se dit, bah, si on reste comme ça, enfin, tout le monde, presque tout le monde, parce qu'il y a quand même des débats, mais se dit, si on reste comme ça, la catastrophe qu'on a eue à la présidentielle, on va l'avoir à la législative, donc on aura très peu d'élus aux législatives. Et donc il faut qu'on trouve un accord électoral avec celui qui nous a mis KO, à gauche, et c'est LFI, et c'est M. Mélenchon. Du côté de Mélenchon, il a un intérêt électoral très fort, qui est de maximiser le nombre de députés de LFI, puis si possible gagner, c'était son histoire de Élisez-moi Premier ministre. Mais le premier objectif, très honnêtement, n'était pas de faire gagner la gauche. Le premier objectif était de maximiser le nombre de députés LFI. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître provocateur. Mais parce que si le premier objectif avait été de faire gagner la gauche, alors les meilleurs candidats de gauche auraient été choisis dans toutes les circonscriptions. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a plein de territoires où les candidats de la NUPES pour les législatives ont été choisis sur la base du rapport de force entre les partis. C'est-à-dire, en gros, j'ai fait 22, toi t'as fait 2, donc j'ai 10 fois plus de candidats que toi. Sauf que le candidat de LFI dans tel ou tel coin, c'était pas forcément ou écolo ou PS, hein, mais en l'occurrence on a beaucoup plus de LFI puisque c'était déterminé par le rapport de force de la présidentielle, n'était pas forcément le plus pertinent pour faire gagner la gauche. C'est arrivé, et donc il y a eu des victoires grâce à la NUPES au moment des élections législatives, mais ça n'a pas été gagnant au total. La majorité au Parlement n'est pas à gauche. Le Premier ministre n'est pas ni Mélenchon ni personne de gauche. Donc, en fait, c'est un accord électoral. Alors, LFI, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, dit « Oui, mais tout ça a été basé sur un programme. 650 propositions, c'est du pipeau. » Il faut quand même être très clair. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des éléments de sincérité. Il y a des gens, dans les citoyens, qui ont sincèrement envie qu'il y ait un programme commun, etc. Mais je dis qu'à ce moment-là, ça ne pouvait être que du pipeau. Parce qu'il n'y avait que très peu de temps, qu'il y avait des différences fondamentales. On les voit d'ailleurs sur le débat européen en ce moment, elles ressortent, mais c'est normal qu'elles ressortent, parce qu'il y a des positions fondamentalement différentes, pas qu'avec LFI d'ailleurs, hein, avec le PC par exemple, le Parti communiste. Les positions entre le PC et les Verts, par exemple, ou avec le PS sur l'Europe sont orthogonales. Elles ne sont pas du tout les mêmes. Les Verts sont fédéralistes, le PC est profondément souverainiste sur l'Europe. Mais simplement, nécessité faisant loi, à ce moment-là, c'est l'accord électoral qui a prévenu. Sauf qu'on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis tout le temps, et que donc ça ressort ensuite au moment des autres élections. Et au sénatorial, tu n'as pas eu de NUPS, et aux européennes, tu n'auras pas de NUPS. Alors, est-ce que ça veut dire qu'de toute façon, il n'y aura jamais de rassemblement de la gauche? Non, pas du tout. Il y a eu plein de rassemblements de la gauche avant la NUPS, et je suis convaincu qu'il faudra des rassemblements de la gauche demain. Et d'ailleurs, moi, j'en gère, j'en coordonne, j'en anime un ici, comme ça se fait dans plein d'endroits en France, hein. C'est pas du tout une nouveauté. La NUPS n'est pas ni la seule, ni la première, ni la dernière façon de rassembler la gauche. Simplement, je pense que si on veut qu'elle soit gagnante, enfin si on veut que ce rassemblement soit gagnant, il faut qu'il soit sincère sur le fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai travail de fond entre les différents partis. Et ça ne peut pas être basé sur une imposition par un rapport de force électorale. Parce que ça marche dans des circonstances d'urgence, de tactique électorale. Je ne suis pas un perdreau de l'année, ça peut être nécessaire, ça permet de sauver des meubles, quoi, de sauver des... mais ça n'est pas fondamentalement gagnant sur la durée.
comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de mon introduction, le but de Meridio c'est de vous laisser la parole, mais avant de vous laisser la parole, on va revenir à un sujet plus local, j'ai envie de dire, et je vais laisser Émilie poser la dernière question du coup du bureau. Donc on connaît votre attachement à la ville de Rouen et à sa métropole, et parmi tous vos projets, il y en a un qui fait régulièrement débat, et ce depuis des années maintenant, c'est celui du contournement de Rouen. Récemment, une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne indique que plus de 1000 élus et acteurs économiques de la région souhaitent voir ce projet se concrétiser. Vous y êtes plus réticent, qu'en est-il? Ah oui, non, je ne suis pas réticent, je suis opposé, oui, oui. Alors, bon, c'est des sujets qui sont, si on essaie de les aborder sérieusement, c'est des sujets qui ne sont pas manichéens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, il n'y a pas d'un côté un projet qui est complètement horrible, et de l'autre côté ceux qui ont la vérité révélée, enfin, c'est évidemment, je vous parlais de compromis tout à l'heure, la politique c'est très souvent, enfin, en tout cas dans les formes électorales, c'est très souvent décidé dans le gris entre deux mauvaises solutions, avec des avantages et des inconvénients qui peuvent varier selon le contexte, c'est très compliqué ces sujets, donc je veux quand même être nuancé parce que c'est pas si simple. Je suis d'autant plus nuancé que sur ce sujet j'ai changé d'avis. Quand j'étais président de région, je défendais ce projet, puisque c'est un projet qui date de 1972, donc c'est ancien. Et donc moi je suis président entre 2013 et 2015 pour la région, et à l'époque je défends ce projet pour des raisons économiques, essentiellement, qui sont à peu près les raisons qu'utilisent ou qu'expriment les 1000 personnes que vous avez citées. Et puis, je vous ai raconté, j'ai été candidat donc en 2019-2020 pour les élections municipales, donc en fait je me suis préparé, j'ai construit un programme entre 2018 et 2020. Et à ce moment-là, évidemment, le sujet du contournement, je l'avais bien en tête, puisqu'il était déjà dans le débat, et je savais que ce serait un sujet majeur, puisque nous étions appelés, la métropole, non pas à le faire ou pas le faire, parce que ce n'est pas la métropole rouennaise ou la ville de Rouen qui décide de le faire ou pas le faire, c'est l'État. Par contre, on est appelé à son financement, c'est-à-dire c'est un projet en gros d'1 milliard d'euros, et on demandait à la métropole rouennaise de financer à hauteur de 70 millions d'euros. C'est ça, techniquement, juridiquement, c'est ça la question. Et la question politique derrière, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le projet, bien sûr. Mais le maître d'ouvrage, au sens juridique du terme, c'est pas le local, c'est le national. C'est un projet qui est inscrit dans ce qu'on appelle la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Ça fait comme ce qu'on entend en ce moment entre Toulouse et Castres, par exemple. C'est un des grands projets d'infrastructure au niveau national. Donc évidemment, je me suis réintéressé au sujet et discuté avec les acteurs de la société civile, les associations, les scientifiques, etc. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que d'une part, des hypothèses du dossier du projet avaient été complètement modifiées par le réchauffement climatique sur 2-3 facteurs qui, je vous ai dit, moi je suis scientifique, je regarde les choses, j'essaye de regarder un peu rationnellement, le coût du carbone. Si vous allez dans le dossier du contournement Ouest, il est construit sur une base de coût de carbone pour calculer ce qu'on appelle les externalités négatives. Je vous passe le détail. Enfin, en gros, l'impact sur l'environnement en termes de carbone, ça se calcule en euros. Et c'est valorisé en euros à la tonne de carbone. Et dans le dossier, l'hypothèse, c'est 32 euros la tonne de carbone. Si vous regardez aujourd'hui les hypothèses, y compris d'organismes très sérieux comme la Banque européenne d'investissement, etc., les hypothèses de valorisation du carbone aujourd'hui et pour les années à venir, c'est 100, 300, 500, 800 euros du carbone. Donc ça modifie drastiquement l'équilibre du projet. La biodiversité et l'artificialisation des sols. Ce projet, c'est 500 hectares artificialisés. 500 hectares, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près un quart de la superficie de la ville de Rouen. Puisque la ville de Rouen, c'est 2000 hectares. Bon, est-ce que dans le moment, l'urgence, c'est dépenser 1 milliard pour artificialiser 500 hectares? Moi, je ne pense plus. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment sous-estimé ces enjeux par le passé pour en payer les conséquences aujourd'hui, pour que vous en payiez, et vos enfants peut-être demain en payent les conséquences. Si on dit ça, et que derrière on dit, bah du coup on ne change rien aux politiques qu'on menait, alors on est malhonnête. Je veux dire, on ne peut pas dire, il y a une urgence, il faut changer, là, puis quand on rentre dans les sujets concrètement, et ça c'est pas des petits sujets, c'est 1 milliard. Il n'y en a pas d'autres sujets de cette ampleur sur le territoire. À 1 milliard, il n'y en a pas d'autres. Enfin, s'il y a le train. Le train est quand même plus écolo, on voit bien quand même l'intérêt d'un transport collectif. Ce truc-là, c'est 500 hectares, 1 milliard, 50 000 tonnes de CO2 en plus par an. Et ça, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'État dans le dossier de déclaration d'utilité publique du projet. Et puis après, il y a d'autres arguments, le péage. Ça, c'est pas des arguments forcément écolos, mais c'est des arguments de praticité. Est-ce qu'on veut vraiment avoir une autoroute avec un péage? Avec des hypothèses qui sont complètement révolues de coût du péage.
Et si vous avez déjà pris des autoroutes à péage dans le coin, vous savez qu'il y a la théorie et la réalité, c'est-à-dire ça monte très vite et très fort. Allez au Havre avec l'autoroute à péage qui passe par Parentin, tout ça, elle est récente, hein. Elle est magnifique, vous serez assez tranquille, mais elle est très très chère. Allez à Alençon avec ça veut dire 28 en descendant, elle est magnifique, vous serez très tranquille, elle est très très chère. Est-ce que c'est ce qu'on veut dans ce siècle? Je ne suis pas certain. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à changer de position, j'ai expliqué pourquoi, j'ai été attaqué, c'est complètement normal. Alors ceux qui étaient pour m'ont dit ouais c'est dégueulasse, non. Ceux qui étaient contre m'ont dit ouais maintenant il est contre, mais en fait c'est un opportuniste et un hypocrite, nous on était contre avant lui, donc nous on les insère pas lui. Et au final j'ai gagné. Et non seulement j'ai gagné, mais au premier tour, la deuxième liste qui arrive derrière moi, c'est la liste écologiste. Moi je fais 29,5, la liste écologiste fait 23, les deux listes ont la même position sur le sujet. Et on fusionne ensuite, et donc on en a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, tout simplement. Et en plus, on l'a fait de façon démocratique, parce qu'il y a eu un vote ensuite au conseil municipal, puis un vote, c'était en février 2021, à la métropole. Tout le monde pouvait voter librement. Dans ma propre majorité, il y a des gens qui n'ont pas voté comme moi. Ils n'ont pas été sanctionnés, ni cloués au pilori, ni quoi que ce soit. Et il y a un vote qui s'est dégagé largement, majoritairement, contre ce projet. Maintenant, c'est à l'État de dire ce qu'il veut faire. Donc déjà, je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à toutes les questions, mais qui ont été préparées par mes collègues du bureau. Le but de Méridio, comme je l'ai dit, c'est avant tout de donner la parole aux jeunes. Donc ce soir, c'est vous qui allez gérer la suite de l'interview de monsieur le maire. Des questions courtes, des réponses, je l'espère aussi, courtes pour que tout le monde... J'ai compris le message. Des questions courtes et réponses courtes pour que tout le monde puisse avoir la parole. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à poser à monsieur le maire Rossignol? Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Vous avez affirmé ce soir que le Rassemblement national était une menace. Vous l'aviez affirmé également après le premier tour d'élection présidentielle. Vous avez dit que la République était une menace. Enfin, non, que était menacée. Que la République était menacée. Vous avez appelé au Front républicain. Dernièrement, cet été, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a écrit dans son ouvrage comment peut-on dire de Marine Le Pen qu'elle est anti-républicaine et l'autoriser à obtenir jusqu'à 89 députés à l'Assemblée nationale, soit le principal groupe d'opposition au gouvernement. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question et si Marine Le Pen est anti-républicaine, pourquoi la laisser agir concrètement? Non mais je vais commencer par une réponse très courte et provocatrice. Hitler est arrivé au pouvoir par des voies démocratiques. Hein. Non mais excusez-moi, mais c'est une réalité historique. Je ne mets pas sur le même plan nécessairement les uns avec les autres. Je dis juste qu'il y a au moins un exemple dans une histoire assez récente, dans un pays assez proche, de gouvernement et de personnalité, dont je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elles n'ont pas spécialement fait du bien ni à la démocratie ni à la République, et qui ont conquis le pouvoir par des voies parfaitement légales, démocratiques, à leur époque. Maintenant, je vous réponds plus précisément dans le cas de Marine Le Pen. Le problème réside dans le caractère dangereux pour notre République des politiques qu'elle mènerait si elle accédait au pouvoir. Et donc, tant qu'elle n'a pas accédé au pouvoir, nous n'avons pas de moyens juridiques, sauf outrance particulière, incitation à la haine raciale ou antisémitisme, ou des choses qui seraient condamnables et condamnées. Mais évidemment qu'elle évite cela, nous n'avons pas de moyens juridiques de la déclarer anti-républicaine. Mais nous savons que dans son programme politique, j'ai cité deux valeurs, si vous voulez, on peut développer, sur la fraternité et sur l'égalité, qui sont au cœur de notre devise républicaine, une partie non seulement substantielle, mais essentielle de son programme politique viendrait mettre à mal ces valeurs-là. Et ça, moi, je le combats. Donc, c'est là où c'est difficile, parce que M. Sarkozy fait référence à Mme Le Pen et au Rassemblement national en tant que parti qui n'est pas au pouvoir, dans l'espace démocratique de discussion aujourd'hui. Moi, je fais référence à ce que voudrait dire le Rassemblement national s'il était au pouvoir en France. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Frédéric, allez-y. Bonjour Monsieur le maire, je voudrais vous poser une question sur la santé. On se retrouve quand même à un gros problème de santé à la date d'aujourd'hui, que ce soit en ville ou même dans les campagnes. Que pensez-vous justement de ce désarmement? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que le problème là en France, on déplace le problème sur plein de choses, on ne résout pas. Alors, vous faites référence aux déserts médicaux. Je ne sais pas si tout le monde est Voilà. conscient ou intéressé par ce sujet, donc je vais dire une phrase Oui, parce que générale. Je veux dire, je suis un des plus vieux, je suis plus proche de vous, on va dire, mais... Je le prends bien. Mais on est vintage tous les deux, voilà. Mais ce n'est pas méchant, pour revenir à ma question. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on était un peu plus jeune, bon, on va pas les grands-parents, on ne se rend pas compte. Mais il y avait des médecins qui se déplaçaient, il y avait quelque chose. À la date d'aujourd'hui, il y a des médecins, mais il n'y a pas de gros nouveau. Et on abandonne les gens dans les campagnes et même dans les villes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a un problème d'accès à la santé en France. Accès aux médecins, généralistes, spécialistes, typiquement les ophtalmos, ce type de spécialité. On a aussi un problème d'accès à la santé au sens plus large, mais ce n'est pas exactement le cœur de votre question, mais je voulais juste le mentionner, sur la prévention, par exemple, où je pense qu'on ne fait pas assez, et peut-être que ça résoudrait une partie des problèmes, parce que si on a moins de gens en mauvaise santé, c'est quand même plus facile ensuite à agir. Et je me permets aussi, on a la chance que les gens ne se rendent pas compte en France, la possibilité d'avoir quand même des aides et plein de choses. Oui. Parce que vous avez travaillé à l'étranger, moi-même j'ai travaillé à l'étranger, j'ai vu des gens souffrir de ne pas avoir des médicaments, Bien sûr. des traitements, mais c'est même pas des traitements. Donc il faut que les gens, en fait, le mieux c'est d'aller sur le terrain, de voyager, de comprendre en fait, et d'aller vraiment sur le terrain pour comprendre ça. Et là, à la date d'aujourd'hui, je trouve que j'en fais partie par rapport à mes parents, et je pense qu'il y a d'autres gens qui doivent le savoir aussi. Donc il y a un gros problème au niveau médical. Oui, oui. Alors, comme vous l'avez dit, si on relativise à une échelle, par exemple, mondiale, on voit bien que l'Europe et la France, ce n'est pas les territoires où il y a le plus de difficultés en termes de santé. Néanmoins, ça n'enlève rien à votre question sur les disparités territoriales, les déserts médicaux, qui ne sont pas que ruraux. Si vous allez à l'ouest du boulevard des Belges, à Rouen, il n'y a plus de médecins généralistes. À Rouen, pas dans le pays médicaux, à l'ouest du boulevard des Belges. Donc, pourquoi? Parce que bon, il y a un papy-boom, partent à la retraite, ne sont pas forcément remplacés, etc. Puis les pratiques ne sont pas les mêmes, les médecins se déplaçaient plus auparavant, etc. Bref, plein de choses. Ce que je dis est un peu trop rapide, mais il y a un sujet comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a plein de choses qui sont faites, qui marchent un peu. Et puis il y a un débat qui, à mon avis, est encore aujourd'hui tabou. Les choses qui sont faites et qui marchent un peu, c'est des alternatives à la forme strictement libérale de l'installation des médecins. C'est-à-dire les maisons de santé pluridisciplinaires, des regroupements, c'est-à-dire le salariat de certains médecins, certaines régions, la région centre par exemple, si vous connaissez Orléans, etc., finance, paye des médecins dans des territoires ruraux, souvent d'ailleurs ce sont des médecins étrangers, espagnols, qui pour pallier les insuffisances, pour subvenir aux besoins, souvent de populations plutôt âgées, rurales, etc. Donc il y a des choses comme ça qui... Vous voyez, à Rouen, je vais vous donner un exemple spécifique, ce n'est pas des médecins, c'est des dentistes. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas de fac dentaire et qu'on se plaignait parce qu'on n'a pas assez de dentistes. La Normandie est la région de France où il y a le moins de dentistes par habitant. 40 pour 100 000. Il manque à peu près 800 dentistes en Normandie. Et il n'y avait pas de fac dentaire à Rouen. Alors qu'il y a une grande fac de médecine, pharmacie, etc., mais pas dentaire. On vient d'en ouvrir une. Je vous passe les détails, c'est super, c'est une très bonne nouvelle, tout ça. N'empêche que cette fac, les profs de cette fac, sont en partie payés par la métropole rouennaise. Normalement, un prof de médecine n'est pas payé par une collectivité locale. Hein. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de fac dentaire. Donc vous voyez, on voit qu'on est vraiment dans une situation critique. Mais il y a des choses qui, du coup, sont faites et qui permettent de pallier un peu le truc. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, sur les dentistes, je vous ai dit, il en manque 800 en Normandie. La nouvelle promo de la nouvelle fac dentaire, on en forme une vingtaine, trentaine. Donc vous voyez que c'est bien, mais c'est pas ça qui va, en 2 ans, résorber les 800, puis je ne vous parle pas de ceux qui partent à la retraite en même temps. Enfin, après, il y a un débat qui, pour moi, est trop tabou. C'est le débat sur la libéralité d'installation des médecins. Parce que, pour le dire de façon caricaturale,
mais c'est quand même assez vrai. Les malades sont plutôt au nord et les patients et les médecins au sud de France. Si vous regardez les densités de malades, de patients, et les densités de l'offre de soins, et en particulier des médecins, et en particulier des spécialités les plus pointues, clairement, les deux gradients, ils sont opposés. C'est-à-dire qu'en gros, les patients sont plutôt au nord. Par exemple, ici, cette région est l'une des régions qui a le plus de cancers en France. Pour plein de raisons liées à l'industrie, la pollution environnementale. Vous ne le savez peut-être pas, mais pendant très longtemps, Rouen, c'était la 3e pire qualité de l'air pour les oxydes d'azote de France. De France. Aujourd'hui, on a progressé grâce à la ZFE, etc. Si vous voulez qu'on parle de ce sujet, on est la 6e pire. Non, mais juste pour terminer, pourtant, c'est une des régions où il y a le moins de médecins. Et on a des instituts de cancérologie formidables, Becquerel, CHU, etc. Mais c'est une des régions où on a le moins. Si vous allez dans le sud de la France, les densités sont inversées. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais il y en a un qui est le fait que les médecins libéraux peuvent s'installer où ils veulent. Je vous pose juste le débat. Les pharmacies sont régulées. Il y a un schéma d'installation des pharmacies. Vous ne pouvez pas installer une pharmacie n'importe où. Un médecin, par principe, peut s'installer n'importe où. Pas tout à fait, mais presque. Donc là, il y a un sujet de mon point de vue. Bon, ça nous emmènerait beaucoup plus loin. Oui, il y a plein de sujets, mais surtout qu'en plus, bon, ma famille était de Rouen aussi et tout. C'est vrai que j'ai eu la chance de connaître 14-18 avec les grands-parents et 45 du côté. Voilà. Et c'est vrai qu'à Rouen, la pollution, nos grands-parents parlaient justement, ils ont évolué. On a relevé les manches. Et c'est ça qui est important. Oui, non, mais la progression, je vous ai dit, Rouen est probablement un territoire qui bouge le plus, mais il faut savoir d'où on part. Mais d'où on part. Et je vais juste finir une phrase, je pense que vous allez être d'accord. Pour comprendre l'avenir, il faut connaître l'histoire. Voilà. Merci. Alors j'ai une question juste là, vas-y. Bonsoir Monsieur le maire, j'ai une question justement pour vous concernant la ZFE. Comment vous expliquez votre position sur la réforme de la ZFE, donc reportée en 2025, donc qui interdit la circulation. Reporté en 2005, qu'est-ce que vous voulez dire? Qui est reporté en 2025 concernant les critères 3. Dans cela, non. Lorsque nous savons qu'il y a une gamme de voitures, en majorité des étudiants, qui pourraient donc plus circuler à Rouen et venir étudier dans cette ville, alors qu'on peut voir des 4x4 assez récentes qui peuvent rouler en centre-ville en toute conformité avec le système de critères qui est critiqué pour être mauvais et peu fiable. Alors, la ZFE, c'est un sujet compliqué. Les critères auxquels vous faites référence et qui sont critiquables, ils ne sont pas définis localement. Ils sont définis nationalement et même au niveau européen. Alors, il y a une marge de manœuvre au niveau national, mais au final, c'est une loi en réalité. Donc, moi, j'applique la loi. Allez-y, je vous en prie. Vous avez pris quand même de l'avance concernant les... Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est aussi déterminé par la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que la définition des critères, parce que je prends point par point votre question. Il y a un des points de votre question, c'est pourquoi les 4x4 versus les autres. Ça, c'est la définition des critères, des vignettes. Ça, c'est pas moi, c'est défini au niveau national. C'est la même chose à Reims, à Toulouse, à Lyon, dans toute la France. On peut le critiquer, on peut en débattre, tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas voté la loi, elle est définie comme ça. Ensuite, sur le calendrier, ça c'est l'autre point. Je reviens à mon point d'avant. La ZFE n'est pas une loi, proprement parler, écolo. C'est une loi sur la santé environnementale, dont le principe est il faut qu'on arrive à améliorer la qualité de l'air dans les endroits où il y a les pires qualités de l'air. Et qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas vraiment le CO2, ce sont les NOx, les oxydes d'azote et les particules fines. Il se trouve que Rouen était la 3e pire jusqu'en 2019 de France sur ces critères-là, sur ces particules. Et de fait, ça se retrouve dans un certain nombre d'affections, par exemple les cancers que je citais tout à l'heure. Et donc, très logiquement, la loi cible des territoires, il y en a une dizaine au départ, qui sont tenus par la loi, pas par moi, par la loi, mais c'est une base scientifique en fait, parce qu'ils ont les 10 pires qualités de l'air en France. Alors j'ai cité Marseille, Lyon, il y a Toulouse, il y en a d'autres. D'avoir un calendrier de changement de véhicule plus rapide que les autres, précisément parce qu'ils ont eu des qualités de l'air pires que les autres. C'est ça la raison. Ensuite, on rentre dans un truc un peu technique, j'ai essayé de le décrire en 2 mots. La loi dit qu'on est obligé de passer à ce que vous dites sur le critère 3 au 1er janvier 2025 si vous dépassez
les normes européennes sur les NOx, sur les oxydes d'azote, au moins 3 années sur une fenêtre de 5. À Rouen, en 2019, on a dépassé. En 2020, on n'a pas dépassé. Mais c'est normal, c'était le confinement, il y avait beaucoup moins de voitures. En 2021, déconfinement, on a redépassé. Et donc, à la fin 2021, sur 3 années, 2019, 2020, 2021, 2 sur 3 déjà, on est hors des clous. Et comme je viens de vous dire, la loi, c'est pas moi, la loi dit, si vous dépassez 3 années sur 5, vous êtes obligé de passer au critère 3 au 1er janvier 2025. Et donc, pourquoi on va plus vite et plus fort sur les ZFE? Pour éviter d'avoir à passer au critère 3 au 1er janvier 2025. Sauf qu'on a une énorme épée de Damoclès au-dessus de nous, parce qu'on a déjà explosé les compteurs en 2019 et en 2021. Et donc, il nous reste plus qu'une bille, si vous voulez. Une année. C'est pour ça qu'on a mis la ZFE plus tôt, pour pouvoir plus tôt diminuer les concentrations en NOx. Ça a marché, et en 2022, on est repassé dans le vert sur les normes pour les NOx. Donc, à ce jour, 2019 pas bon, 2020 ok, 2021 pas bon, 2022 ok, 2. Il reste une année qui est 2023, et c'est en 2023 qu'on va savoir si on est au-dessus ou en dessous des normes. Si on est au-dessus des normes, alors la loi, sauf à changer la loi. Mais moi je ne change pas la loi, je ne suis pas parlementaire, et personne ne l'a proposé. Y compris les gens qui manifestent contre la ZFE. C'est un autre débat. Mais à loi constante, si en 2023 on expose encore les compteurs, on en fait donc 3 ans, 2019, 2021, 2023, et on sera obligé de passer au critère 3 au 1er janvier 2025. Toute notre stratégie, elle a été basée dans ce calendrier sur l'objectif de mettre des mesures suffisamment fortes, suffisamment tôt pour éviter ça. Si j'avais pas fait ça, on aurait explosé les compteurs dès 2022, et là je serais en train de vous dire, bah, désolé, mais on est obligé par la loi de passer au critère 3 au 1er janvier 2025. Donc, je touche du bois, je peux vous le dire parce que je regarde tous les jours les NOx de notre agglomération. Pour l'instant, en 2023, on est bon. L'année n'est pas terminée. Et plus on avance dans la fin d'année, plus ça devrait aller. Et si ça passe, on aura donc évité le critère 3 au 1er janvier 2025. J'ai encore 2 questions là, ouais. Je te passe ton dernier, toi d'abord, vas-y. Moi, je voulais vous poser une question sur la nouveau sur les médecins et la nouveau sur les médecins. Est-ce que vous pensez pas qu'en fait, les niveaux sont trop exigeants? Les niveaux demandés. Les niveaux d'études? Non, pas les niveaux d'études, c'est que le niveau des concours sont pas trop exigeants. Ce qui me fait en fait, on reste si peu de médecins, de magistrats et autres. Et ce qui fait du coup le manque de place et le nombre restreint. Vous voulez dire que la barre dans les concours ou dans les serait trop haute? Serait trop haute, notamment par exemple pour le concours d'entrée de la magistrature. Sur le concours d'entrée de la magistrature, je ne peux pas me prononcer, mais j'ai pas eu le sentiment qu'on manquait de magistrats à l'échelle. Attendez. Le problème, il n'est pas tellement à l'échelle macro, c'est d'ailleurs pareil pour les médecins. Si on prend le nombre total de médecins en France rapporté à la population totale française, le ratio, il est tout à fait honorable. Par contre, si on décompose par territoire et pire encore par spécialité, alors là, on a des disparités très fortes entre le Pays de Bray et Nice. C'est pas la même en termes de nombre d'ophtalmos par habitant. Vous voyez ? Donc c'est pas en fait un nombre global. Donc pour reprendre votre point, je raisonne par l'absurde. Si c'était un problème de niveau, alors on n'aurait pas assez globalement de médecins ou de magistrats. Pour les magistrats, je suis peut-être pas suffisamment calé pour vous répondre. Pour les médecins, mon sentiment n'est pas qu'il en manque globalement. Par contre, on a un problème d'allocation territoriale, si j'ose dire, et on a aussi un problème entre guillemets culturel de pratique. On en parlait tout à l'heure. C'est que la façon d'exercer la médecine aujourd'hui n'est pas tout à fait la même qu'il y a quelques années. Par exemple, il est très courant maintenant que les médecins ne travaillent pas 5 ou 6 jours sur 7 comme le faisaient des médecins classiquement il y a 30 ans. Parce qu'ils veulent avoir plus de temps, ils ont le droit après tout, pour leur vie perso, pour autre chose. Pour... Et ça crée beaucoup de difficultés. Et qui ne prennent pas de nouveaux patients. Voilà. Parce que, par exemple, bah, du coup, ils n'en prennent pas. Parce que sur Paris, je sais qu'il y a un médecin qui connaît qui a 2200 patients et ils leur font plus. Alors, on va juste, parce qu'on va peut-être pas prendre trop de temps à monsieur le maire, on prend encore 2 questions et après je conclue. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, bonsoir monsieur le maire. Je voulais dire que moi j'étais engagé au sein des jeunes républicains et je voulais
gauche et l'extrême droite, donc, tous deux. Est-ce que vous pensez que les médias ont joué un rôle important? Je pense notamment à NUPES qui souvent fait des coups médiatiques un peu polémiques, qui du coup peut impliquer facilement les personnes dans son camp à travers les différents réseaux sociaux tels que TikTok ou autre chose. Alors, la question est vraiment, je pense, à la fois passionnante et très intéressante, très difficile aussi à répondre parce que c'est à la fois une question de déontologie du côté des médias et aussi une question très politique du côté des élus et des partis politiques. Du côté des médias, la question que vous posez pour moi, c'est la question du traitement des extrêmes par les médias. Et c'est pas une question nouvelle. Je me souviens quand j'avais votre âge, il y avait cette question de est-ce qu'il faut parler de Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il faut parler du Front National, comme un peu vous posiez la question de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Après tout, est-ce qu'il faut l'ostraciser et considérer qu'il n'est pas dans le champ républicain et du coup, mais d'une certaine façon, le victimiser et en faire une sorte de martyr médiatique, ou est-ce qu'au contraire, il faut l'intégrer dans le champ médiatique et le combattre sur le fond, comme on le fait dans n'importe quel débat démocratique? C'est pas facile cette question-là. Globalement, les médias ont plutôt choisi la seconde option, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les représentants du RN sont invités sur les plateaux d'une façon, je dirais, équivalente, et même proportionnellement plus forte, puisqu'ils sont plus élus, que d'autres partis politiques, ce qui fait dire qu'ils sont dans le champ républicain. Mais là, on revient au débat de tout à l'heure sur ma conviction que leur politique et leurs intentions ne le sont pas, en tout cas seraient menaçantes pour notre République. Mais dans l'exercice de leurs fonctions, non, ils sont, vous l'avez peut-être dit un peu par allusion, l'extrême droite paraît souvent moins outrancière, par exemple, que LFI. Pour le coup, il y a même une stratégie derrière ça, de respectabilisation du RN versus une stratégie plutôt de bruit de fureur du côté de LFI. Donc, sur le plan médiatique et déontologique, je ne suis pas journaliste, je ne me prononcerai pas. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il ne faut pas non plus être naïf sur les médias, et qu'il y a une partie des médias qui ne fait pas juste que se poser des questions comme je viens de le faire de façon très docte, mais qui a une intention politique. Si vous prenez CNews et l'Empire de Bolloré, enfin, il ne faut pas raconter des blagues. C'est une entreprise politique qui vise non pas à juste informer, là, mais à faire de la propagande, comme ça a pu exister avec la Pravda dans l'URSS, où c'est pas comparable sur le fond. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que les médias seraient tous indépendants et n'auraient tous pour but que d'informer. Évidemment qu'il y a des presses d'opinion, et plus que d'opinion, il y a des médias de propagande, c'est très net. Et bien sûr qu'il y a des stratégies d'influence sur les réseaux sociaux. Celui qui explique que les réseaux sociaux sont des réseaux neutres. Obama a eu une stratégie d'influence, c'est pas un extrémiste, mais il a évidemment eu une stratégie d'influence. Poutine a des services qui visent à manipuler un certain nombre de réseaux et à influencer des résultats électoraux dans d'autres pays. Et il n'y a peut-être pas que Poutine qui fait ça, etc., etc. Donc tout ça n'est évidemment pas naïf, quoi. Ça, c'est sur le plan médiatique. Mais sur le plan politique, là, ça pose la question de la façon de faire de la politique par rapport aux médias. Parce que quand on est élu, on sait ça. On sait que, par exemple, je peux vous dire, si je vais, moi, quand j'étais élu régional, donc quand j'ai perdu avec Hervé Morin, ensuite j'étais élu d'opposition. Je savais que si j'allais au conseil régional et que, voilà, par exemple, je m'exprimais sur le contournement Est en disant les arguments, le coût du carbone, j'ai pas une ligne dans la presse. Rien. Ça intéresse personne. Par contre, si je fais une petite phrase pour dire Monsieur le ministre, vous êtes un de ces rares ministres à être meilleur à cheval qu'à pied, dans le cas d'Hervé Morin, si vous connaissez son histoire, vous comprendrez la blague, là, ça fait du buzz. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas certain. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on manque de débat de fond dans les médias et que le rôle des politiques devrait essayer de s'astreindre, non pas à être soporifique et chiant, mais à essayer de mettre du contenu, y compris par de la vulgarisation, y compris peut-être par des phrases éventuellement chocs, mais qui toujours portent du sens et amènent du débat de fond. Si vous traitez un ministre d'assassin, c'est ce qui s'est passé par exemple avec un député à l'Assemblée nationale, en l'occurrence un député LFI, je pense que c'est nul, je pense que ça fait du tort à la gauche, je pense que ça n'amène rien de bon, je pense que ça n'amène rien sur le fond, je pense que c'est pas la bonne façon de faire de la politique. On peut s'opposer en étant respectueux. Moi j'ai le souvenir de grandes personnalités de droite, je vous ai cité Alain Juppé tout à l'heure sur Bordeaux,
c'est pas ma famille politique, mais c'est quelqu'un qui, je pense, a fait honneur au débat démocratique en France. Il a eu des difficultés, hein, il y a eu des affaires, il a été déclaré inéligible, enfin il y a des trucs. Mais sur le plan des idées, du contenu, je pense qu'il a amené quelque chose d'important dans le débat démocratique. Pour prendre juste cet exemple, puisque vous êtes chez les jeunes républicains. Et il y a encore aujourd'hui, je ne le connais pas bien, mais si je prends David Lisnard, par exemple, qui est le maire de Cannes, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fond, il est beaucoup plus libéral que moi, etc. Si je prends Édouard Philippe, chez Horizon, je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de sujets. Je pense que ce sont des gens qui amènent, Lisnard plutôt sur les principes de liberté, Édouard Philippe sur d'autres sujets, enfin bon, bref, ils amènent du contenu dans le débat démocratique. Bernard Cazeneuve, à gauche, je pense, est une personnalité sur les questions de l'autorité, de l'État, de ce qu'on appelle le régalien, et quelqu'un qui amène quelque chose, etc. etc. Yannick Jadot, chez les Verts, je pense, a une vision de l'écologie en rapport avec l'économie qui est importante. Parce qu'il y a des entreprises en France, et que dire l'écologie c'est contre toutes les entreprises, je ne crois pas que ce soit la bonne solution non plus. Donc voilà, il faut qu'on arrive, nous les politiques, à s'extraire de la facilité, de la petite phrase, de l'instantanéisme, parce que les médias ça tourne. Hein. Si vous ne créez pas le buzz, hop, on vous oublie vite. Hein. C'est quand même ça aussi. Et d'essayer de remettre toujours du contenu. Donc c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, parce qu'il faut et être écouté et amener du fond. Dernière question, vas-y. Bonsoir, monsieur le maire. J'avais une question, c'était, j'aimerais d'abord vous citer un politologue, un journaliste spécialiste de l'extrême droite, qui est Jean-Yves Camus. L'expression d'extrême droite est utilisée pour qualifier des événements très différents en droite et est donc ambiguë car utilisée par des adversaires politiques de manière disqualifiante ou stigmatisante en assimilant toutes ces tendances au fascisme et au nazisme. J'aimerais d'abord savoir si vous êtes d'accord avec cette déclaration. Et aujourd'hui, en fait, en France, il y a deux partis politiques qui sont dits d'extrême droite. Il y a le Rassemblement national et Reconquête. J'aimerais savoir, en fait, votre définition à vous de ce qu'est l'extrême droite. Alors, sur votre première question, sur cette définition, je peux être d'accord dans le sens où, bien sûr, que dans le débat politique, l'utilisation du qualificatif extrême droite n'est pas neutre. Et il peut y avoir une volonté disqualifiante quand quelqu'un parle d'un parti en le qualifiant d'extrême droite pour essayer de le disqualifier. Bien entendu, ça fait partie c'est de la rhétorique, si on veut. Mais pour moi, ça n'est pas que de la rhétorique. C'est aussi une question de fond. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai repris en vous taquinant, mais ça correspond à une réalité de fond. Quand vous avez un organisme, en l'occurrence un organisme judiciaire, qui n'est pas un parti politique, qui qualifie et qui confirme qu'un parti politique peut être qualifié, doit être qualifié d'extrême droite, c'est une qualification qui, pour le coup, n'est pas disqualifiante, en tout cas dont l'intention n'est pas disqualifiante. Le Conseil d'État, il juge en droit, il ne juge pas en... c'est pas un organisme politique. Donc les deux sont vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que dans le débat politique, parfois vous avez des gens qui vont parler du RN ou de Reconquête en l'appelant extrême droite, mais de la même façon que moi on m'appelle la majorité écolo-bobo-communiste. Pourquoi vous croyez qu'on appelle ça la majorité écolo-bobo-communiste? Vous croyez que c'est qualifiant ou que c'est disqualifiant? Bon, la réponse est dans la question. Ça fait partie des éléments de rhétorique, je veux dire, c'est de bonne guerre. Voilà, bon. Mais ça n'enlève rien à la question de fond et à la question juridique. La question juridique, je viens d'en parler, et la question de fond, qui m'amène à la réponse à votre question sur qu'est-ce qu'est l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est une pensée politique qui peut avoir d'ailleurs, comme vous l'avez dit, plusieurs façons d'être incarnée, hein, plus ou moins radicales, bon, mais qui, dans ses fondements, va saper des principes fondateurs de la République, en particulier des principes de cohésion nationale, ce que j'appelle l'égalité et la fraternité. Et ça, je pense que c'est fondamentalement dangereux. Est-ce que tous les électeurs de Marine Le Pen sont, je vais utiliser les mots, je ne les avais pas employés jusqu'à présent, mais je les ai utilisés, sont des fascistes ou des nazis? Évidemment que non. On peut parler de l'histoire des partis. On peut parler de l'histoire du Front National. Et oui, il y a des liens au départ dans la création du Front National, pas de tout le monde, mais d'une partie des fondateurs du Front National, avec par exemple la collaboration. Oui. Est-ce que ça résume le Rassemblement national d'aujourd'hui? Pas du tout. Bien sûr. Et certainement pas ses électeurs.
Et d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout. Il y a plein de gens qui votent Rassemblement National aujourd'hui, qui ont voté socialiste hier, ou communiste, ou qui se réclamaient de la gauche, je peux vous en citer plein. Donc c'est évidemment beaucoup plus complexe que... Il y a une dimension historique, mais elle ne résume pas tout. Mais, à la fin des fins, ce qui compte, c'est, finalement, si vous élisez des membres d'un parti, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils feront une fois qu'ils sont en responsabilité. Quelle politique ils vont mettre en œuvre. Et là, mais si vous voulez, je ne veux pas être trop long, mais là, il y a un certain nombre de mesures, il y a un certain nombre de positions politiques sur la question migratoire, oui, sur la question de la préférence nationale, oui, sur la question écologique aussi, qui, moi, m'amène à considérer que ces mesures incarnent une philosophie politique qui est dangereuse pour la République. Ça, pour moi, c'est l'extrême droite. Alors, merci à tous d'avoir posé toutes vos questions. Malheureusement, on va peut-être devoir conclure parce que je pense que certains d'entre vous commencent à avoir faim et monsieur le maire aussi. Je remercie déjà ma co-animatrice qui a voulu jouer le jeu de poser les questions avec nous ce soir. Je vous remercie vous, monsieur le maire, de nous avoir accordé un peu de votre temps ce soir et de nous avoir prêté cette belle salle de la mairie de Rouen. Évidemment, cette soirée ne serait pas possible sans certaines personnes présentes dans cette salle. Je demande à mon bureau de nous rejoindre, s'il vous plaît. Parce que j'ai la chance de présider cette association, mais je ne suis pas tout seul à gérer cette association. Basile Courageux, qui est l'un de mes secrétaires. La personne sans qui cet événement ne serait pas possible ce soir, Alexandre Dallamora. Notre magnifique chargé de com, Vianney Chélu-Natal, et notre chargé de projet qui va s'occuper d'organiser la prochaine session parlementaire, Maxime Cos. En parlant de ça, justement, Méridio, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que des débats, aussi plaisants soient-ils, avec monsieur le maire de Rouen et les autres élus de la région, c'est aussi des sessions parlementaires fictives. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre vos agendas. La première session parlementaire fictive que l'on organisera sera le week-end du 25 novembre. Et on avait envie de jouer un jeu avec vous. Normalement, nous, on joue le jeu de... Il y a une proposition de loi proposée, un projet de loi, pardon, proposé par un gouvernement fictif. Non, nous, on veut que ce soit vous qui gériez le débat. Donc, on ouvrira les sondages sur Instagram ou les autres réseaux sociaux de l'association. C'est vous qui allez choisir le débat. On va laisser à peu près 3 semaines pour que vous puissiez choisir le sujet. Donc, on communiquera... a fortiori là-dessus. Et évidemment, cette soirée ne serait pas possible sans vous tous. Donc je vous remercie toutes et tous d'être venus. Merci aux différents élus des différentes communes, que ce soit Rouen ou Saint-Thomas-Sangaillon. On a un conseil municipal de Saint-Thomas qui est là ce soir. Je remercie Frédéric Julien qui a bien voulu jouer le jeu de nous filmer ce soir pour le premier événement de l'association. Et encore merci à vous, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rajoute juste une dernière chose. Alors, on a tous les membres du bureau qui sont présents, sauf ma coprésidente que j'excuse d'ailleurs, et j'excuse aussi au passage monsieur Gérard Le Seul, député de la Seine-Maritime, qui devait être présent ce soir, mais débat à l'Assemblée oblige, il a dû rester un petit peu plus tard. L'association est aussi à la recherche d'un trésorier ou d'une trésorière. J'en ai marre de faire la compta. Donc si quelqu'un veut jouer le jeu, de venir jouer avec nous et s'organise de gérer la compta de l'association, évidemment, il y a toute la partie chiffres qui est un peu barbante, j'ai envie de dire. Mais il y a le côté aussi relations humaines, où vous allez gérer les gestions de dossiers avec la mairie, le département, la région, l'Assemblée nationale. Méridio aussi, le plus gros événement de l'année, je le rappelle, parce que c'est le commerce de fond de notre association, c'est les sessions parlementaires fictives. Et la plus grosse session qu'on va faire, ce sera vers la fin de l'année scolaire, vers avril, à mai. On organise une immense session parlementaire fictive avec l'ensemble des personnels de Méridio, parce que Méridio, ce n'est pas que Rouen, c'est Paris, c'est Strasbourg, on parlait de Cannes tout à l'heure, on va ouvrir une antenne à Cannes, c'est Fontainebleau et une douzaine d'autres antennes en France, mais aussi à travers le monde. On a des antennes, que ce soit à Mexico, à Londres, en Belgique et au Luxembourg, et on fait une immense session parlementaire fictive avec tous les membres de l'association au mois d'avril, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Donc si vous avez envie de jouer le jeu, d'être parlementaire, que ce soit sénateur, sénatrice ou député, je vous invite tous à adhérer à l'association. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que monsieur le maire arrive, la promotion de 5 € est faite jusqu'au 1er novembre. Donc si vous avez envie d'adhérer, n'hésitez pas. Si vous avez des retours à faire sur l'association, sur la soirée, parce que c'est notre tout premier événement, donc on aimerait avoir vos retours, savoir ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à faire. Et puis à une prochaine, pourquoi pas. Merci beaucoup.
dernier mot est pour Monsieur le maire. La candidature pour Rouen 2028. Ah oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Justement, Réponse il faut aller voter, il faut le faire. Non, mais il faut tous aller sur le site et participer, parce que c'est un truc absolument génial. Et en plus, on peut vraiment gagner. Il y a 4 finalistes, hein. On était 9 au départ, il en reste 4. Il y a Clermont-Ferrand, Bourges, Montpellier et Rouen. Enfin, Rouen, Vallée de Seine-Normande, de Giverny-Jouarre. C'est Rouen, le vaisseau amiral. Et franchement, on a toutes nos chances, vraiment. C'est un projet hyper génial. Donc, juste aller voir et participer, parce que c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire.